Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo détaillée sur une monnaie. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur l'euro, la monnaie unique. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur le dollar américain, le roi dollar, la monnaie de réserve mondiale. Alors pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a sur les marchés des gros risques encore hein, de baisse, notamment sur les marchés actions. Et donc, il faut certainement garder une partie importante de votre patrimoine en trésorerie disponible. Et pour cela, il faut choisir la devise dans laquelle vous allez investir. Donc comprendre les différentes monnaies, leurs forces et leurs faiblesses, ça me paraît assez important. Donc c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. On va regarder en détail ce qui explique la force du dollar ces derniers mois, mais également quelles sont structurellement les faiblesses de cette monnaie. Je vous expliquerai quelles sont les réactions des différents pays justement pour contrer cette baisse de leur monnaie par rapport au dollar. Et enfin, on regardera quelles sont les perspectives d'évolution de la valeur du dollar par rapport aux autres monnaies. Allez, on y va, c'est parti. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, faites des commentaires. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement de la chaîne. Par ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont gérer un patrimoine en action, eh bien vous pouvez vous abonner à ma newsletter gratuite. Le lien se situe dans la description, juste en dessous de la vidéo. Faisons d'abord un point sur la situation. Le premier indice à regarder, c'est l'indice qu'on appelle le DXY. Donc c'est un indice qui mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier d'autres devises. Donc pour votre information, voici le panier. Donc c'est principalement de l'euro, 57%, et ensuite il y a du yen, de la livre sterling, du dollar canadien, un peu de krone suédois et également du franc suisse. Donc si on regarde le DXY, on voit ici son évolution, et donc on voit qu'on est vraiment dans une phase ascendante très forte, et qu'on retrouve des points hauts qui avaient été atteints la dernière fois dans les années 2001. Donc si on regarde maintenant l'évolution de l'or, quand on le regarde en US dollars, donc là aussi on voit que eh bien, ces derniers temps, depuis le début de l'année 2022, l'or est aussi en baisse, donc l'or performe moins bien que le dollar américain au cours des derniers mois. On est toujours dans une tendance baissière. Ensuite, si on regarde ici la comparaison du dollar entre les différentes devises mondiales, vous avez en haut des économies développées et en dessous des marchés émergents. Donc vous voyez que très majoritairement, la plupart des devises ont vu leur valeur diminuer de manière significative par rapport, par rapport au dollar. Donc vous voyez, il y en a pour certaines c'est moins 10%, moins 20%, parfois même pour la Turquie moins 30%. Seulement certains pays performent mieux, enfin se sont renchéris par rapport au dollar. On peut noter ici le peso mexicain et également, donc là on est depuis le début de l'année 2022, et également le réal brésilien s'est apprécié un petit peu par rapport au dollar. Ce qui n'est pas indiqué ici, c'est qu'on a également le rouble russe qui s'est apprécié par rapport au dollar depuis le début de l'année 2022 d'environ 20%. Je voulais vous montrer également cet indice qui s'appelle le Tick Flows, qui montre vraiment l'attrait actuel des investisseurs pour les produits financiers libellés en US dollars. Donc le Tick Flows, ça veut dire Treasury International Capital Flows. Globalement, ça correspond au flux net d'investissement dans des produits qui sont libellés en US dollars, donc des produits qui sont issus des États-Unis, que ce soit des obligations, des actions ou tout autre type de produits financiers. Et donc globalement, ça permet de voir si globalement les investisseurs sont plutôt en train d'acheter ce type de produits ou plutôt en train d'en vendre. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, au cours des derniers mois, on a vraiment un flux très fort qui augmente vers les États-Unis, donc vers ce type de produit libellé en dollars américains. Ici, sur l'historique, depuis 1997, on est même
au plus haut. On peut même trouver sur le site du Trésor américain la décomposition de ces flux TIC. Donc je vous montre ici le tableau. Vous voyez, vous avez toute la décomposition. Et donc j'ai regardé ce qui s'était passé en août là de cette année. C'est les dernières données disponibles. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce qui représente des gros montants, c'est vraiment ce qui correspond à des obligations publiques, des obligations gouvernementales. Donc on en a ici et aussi à court terme ici, ce qu'on appelle les Treasury Bills. Et quand on fait la somme des deux, donc de ces achats nets d'obligations gouvernementales et qu'on le compare au flux net du mois, eh bien on se rend compte que ça représente 87% des flux. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, cet argent qui va vers les États-Unis, eh bien il est principalement attiré par l'achat d'obligations souveraines américaines. Quelle est la place du dollar américain dans le commerce international? Donc, je vais vous montrer un graphique qui va vous permettre de vous faire une bonne idée. Donc ici, vous avez donc en rouge sur la gauche, si vous prenez la deuxième colonne, vous avez le PIB américain. Donc ce que vous voyez, c'est qu'on est à 25%. Ça veut dire que le PIB américain représente 25% de l'activité mondiale. Et donc, on va pouvoir comparer ça, ces 25%, aux autres chiffres qu'on a ici sur la gauche en bleu. Donc, par exemple, si vous prenez les cross-border loans, donc ça, c'est des emprunts qui sont faits entre deux entités qui sont situées dans deux pays différents au niveau mondial. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 50% de ces emprunts qui sont libellés en dollars américains. Si on regarde maintenant le marché d'échange, donc les FX, Transaction Volume, ici, c'est-à-dire les achats et les ventes de devises sur le marché d'échange, eh bien là, on est à plus de 85% des échanges qui sont concernés par le dollar américain. Ensuite, si on regarde au niveau mondial, les facturations qui sont faites entre deux entités, où qu'elles soient au niveau mondial, eh bien, on se rend compte qu'il y a également 50% de la facturation qui est faite en dollars américains. Donc ce qu'on voit au final, c'est que malgré le fait que les États-Unis ne pèsent que 25% de l'activité mondiale, eh bien, le dollar américain est encore ultra prépondérant dans le commerce international. Alors maintenant, si on regarde la place du dollar américain dans les réserves de change des banques centrales. Donc là, c'est un peu différent. Vous avez ici l'évolution sur ce graphique depuis 1999, où on était donc à un poids du dollar américain dans les réserves de change d'à peu près 71%. Et aujourd'hui, on est tombé à 59% à peu près. Donc, et vous voyez que la tendance est vraiment baissière depuis plus de 20 ans et il n'y a pas de retournement de tendance pour l'instant. Donc, en tout cas dans les réserves de change des banques centrales, on a vraiment un dollar, même s'il reste prépondérant à 59%, eh bien on a une tendance vraiment à la diminution de détention de dollars américains par les banques centrales. Quels sont les indicateurs qui aujourd'hui nous permettent d'expliquer la force du dollar par rapport aux autres devises? Alors là, je vais vous montrer un graphique, un petit graphique qui permet de résumer, je pense, assez bien cette tendance. Donc, premièrement, il y a une demande de plus en plus forte de dollars pour réaliser des transactions. Donc, tout d'abord, on a eu à la fois le prix des matières premières qui a beaucoup augmenté. Ça s'est un peu calmé, mais je pense qu'on est rentré dans un cycle assez long de matières premières à des prix élevés. Et deuxièmement, on a des prix de l'énergie et de l'alimentation qui sont beaucoup plus élevés en ce moment. Et donc, ceci demande encore plus de dollars puisque les transactions pour ces produits sont souvent réalisées en dollars américains. Deuxièmement, on a également une demande de rendement le plus élevé possible des investisseurs. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a à la fois une croissance espérée pour la zone américaine qui est supérieure à la croissance anticipée pour la zone Europe, notamment à cause de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique. Deuxièmement, on a des taux d'intérêt sur les obligations américaines qui sont plus élevés. Et donc ça attire plus les investisseurs. Et enfin, on a en ce moment à la fois un climat géopolitique avec de grandes incertitudes, on va dire, et également de grandes incertitudes qui sont liées à la crise
énergétique en Europe. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et donc les investisseurs recherchent une valeur refuge en ce moment, et la valeur refuge, c'est très clairement le dollar américain. Et donc pour toutes ces raisons, effectivement, eh bien, on a en ce moment un dollar qui est extrêmement solide et qui progresse par rapport à quasiment toutes les autres devises. Une autre raison qui n'est pas vraiment explicitée dans ce tableau, c'est le fait que, et je vais reprendre le tableau qu'on a vu précédemment, qu'au niveau mondial, énormément de dettes est libellée en US dollars. On a vu ici que les cross-border loans sont libellés en dollars à peu près pour 50% de l'intégralité de ce qu'on a au niveau mondial. Et donc, ce qui se passe dans des périodes de tension comme en ce moment, c'est que eh bien, les personnes qui sont endettées en dollars vont vouloir s'assurer eh bien, de mettre de côté des dollars pour être sûr d'arriver à rembourser sans problème au moment des échéances. Et donc, c'est pour ça que, eh bien, en ce moment, ils achètent du dollar, voilà, pour eh bien, compenser ce risque-là. Un autre indicateur qui permet de comprendre la solidité actuelle du dollar, c'est ce qu'on appelle les Terms of Trade. Donc, les Terms of Trade, c'est un indicateur qui mesure la santé du pays dans le cadre de son commerce international avec les autres pays. Et donc globalement, c'est un indice qui va faire la différence entre les prix à l'exportation et les prix à l'importation. Et quand donc l'indice va augmenter et être largement au-dessus de 100, ça veut dire que le pays arrive plus facilement à faire rentrer du capital sur son territoire. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que à peu près depuis le milieu de l'année 2020, eh bien effectivement, les États-Unis, ici en bleu foncé, ont une courbe effectivement des terms of trade qui s'améliorent mois après mois, donc qui sont en très très forte augmentation, alors que sur la même période, à peu près depuis le début de l'année 2020, eh bien la zone euro, elle, a un indicateur terms of trade qui s'effondre vraiment littéralement. Après avoir vu les points forts, on va regarder maintenant les points faibles du dollar, hein, qui pour l'instant n'ont pas beaucoup d'impact sur sa valeur, mais qui pourraient en avoir dans le futur. Donc d'abord, on regarde la balance courante. Donc la balance courante, c'est un agrégat monétaire qui permet de mesurer si globalement un pays est créditeur ou débiteur vis-à-vis du reste du monde. Donc s'il est créditeur, ça veut dire qu'il accumule des actifs à l'étranger. Et s'il est débiteur, là, ça veut dire que, eh bien, il doit de l'argent au reste du monde et donc il doit financer cette différence via des emprunts. Un pays qui va être structurellement débiteur, eh bien, c'est un pays qui va être reconnu comme étant un pays qui risque d'avoir du mal à rembourser sa dette. Donc voilà globalement pour la définition. Donc si on regarde la balance courante des États-Unis, donc là vous voyez sur une durée très longue, on commence à peu près dans les années 1950. Et donc globalement, eh bien, vous voyez qu'au début c'est stable, hein, c'est à peu près stable jusqu'au début des années 1970. Et après, peu à peu, eh bien, on a une dégradation qui ne cesse de s'amplifier hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut noter que eh bien, la fin des accords de Bretton Woods, ça se situe à peu près ici, vous voyez, en 1971. Donc voilà, on peut imaginer quand même qu'il y a un lien. Et donc il y a effectivement de plus en plus de déficits. Et si on compare ça à un autre pays, par exemple, je donne souvent cet exemple, mais la Suisse, donc là vous voyez que c'est la balance courante de la Suisse. Et effectivement, c'est une balance qui est structurellement, au contraire des États-Unis, elle, qui est structurellement positive, très fortement positive, année après année. Et donc, ça veut dire que d'un côté, les États-Unis ont besoin de toujours emprunter beaucoup plus eh bien, pour financer leur train de vie. Ils le font parce qu'ils ont la monnaie de réserve mondiale, la seule. Alors que de l'autre côté, un pays qui est géré eh bien, correctement, qui n'a pas la réserve, qui a pas de monnaie de réserve mondiale, mais qui est bien correctement géré, eh bien, accumule année après année des actifs à l'étranger. Il est quand même surprenant de voir que justement le pays qui a la monnaie de réserve mondiale, eh bien, est le pays qui justement a besoin de faire toujours plus
de déficit. Donc ça, c'est un phénomène un peu paradoxal qui a été mis en évidence par un économiste qui s'appelle Robert Triffin, dans ce qu'on appelle le dilemme ou le paradoxe de Triffin. Donc globalement, ce qu'il explique, c'est que eh bien, quand on a un pays qui est dominant et qui a la monnaie de réserve mondiale, justement, ce pays va devoir être de manière chronique en déficit vis-à-vis de l'étranger, tout simplement pour permettre aux agents économiques extérieurs non résidents eh bien, de détenir sa monnaie, c'est-à-dire d'acheter par exemple des obligations qu'il va émettre. Et donc, euh, c'est un système dans lequel il va être chroniquement en déficit et au bout d'un moment, les agents extérieurs vont perdre de la confiance tout simplement parce qu'ils vont voir que la capacité à rembourser cette dette est de plus en plus faible par le pays qui détient la monnaie de réserve mondiale et ce qui, in fine, eh bien, lui fera perdre son statut de monnaie de réserve mondiale. On va regarder maintenant quelques projections sur l'évolution justement des déficits aux États-Unis. Donc là, on va regarder un rapport qui a été fait par le CBO du Congrès américain. Donc c'est un organe du Congrès américain qui fait des analyses sur eh bien, les dépenses fédérales. Et donc on regarde tout de suite les prévisions. Donc il y a deux graphiques. Dans le premier, on regarde le déficit donc année après année de l'État fédéral. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu donc quelques pics, hein, bien sûr, au moment de la crise financière, au moment de la pandémie. Donc maintenant, on est revenu à 4% en 2022, hein, donc 4% du PIB. Et donc, dans leurs estimations, ce qu'ils prévoient, c'est qu'il y ait une augmentation de ce déficit jusqu'à 11% du PIB en 2052, ici. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'intérieur de ces 11%, en fait, il y a une très grande partie qui correspond au paiement des intérêts de la dette. Donc effectivement, on a des taux d'intérêt qui augmentent en ce moment, il y a un stock de dette qui est très important, et donc forcément, on va avoir de plus en plus hein, de paiements d'intérêts sur cette dette. Ils estiment que ça représentera en 2052 7,2% du PIB. Donc c'est vraiment des chiffres hein, énormes. Et pour ce qui est de la deuxième courbe, donc là on a l'intégralité de la dette fédérale américaine. Donc là aussi vous voyez hein, dans les prévisions, il n'y a absolument aucune diminution de la dette qui est prévue, hein. Il y a vraiment une courbe qui continue à augmenter très très fortement pour arriver ici en 2052 à un chiffre qui correspond à 185% du PIB, sachant qu'aujourd'hui aux États-Unis on est déjà à peu près à 135%. Un autre indicateur qui montre sur le long terme la faiblesse du dollar, c'est à mon avis l'évolution du bilan de la Fed et surtout son incapacité à arriver à faire baisser la taille de ce bilan. Donc pour être clair, l'augmentation du bilan de la Fed est notamment liée aux impressions monétaires qui permettent à la Fed de racheter des actifs et notamment des obligations souveraines. Donc ceci augmente la quantité de monnaie, a un impact sur l'inflation, donc fait augmenter à terme l'inflation et donc fait diminuer la valeur de la monnaie, de l'US dollar. On appelle ça le débasement monétaire, l'augmentation de la quantité de monnaie. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'au cours des 15 dernières années, eh bien, la Fed n'est jamais arrivée à faire baisser son bilan. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit en couleur à chaque fois les prévisions qui étaient faites par la Fed en termes de taille de bilan. À chaque fois, vous voyez, ils prévoyaient en 2011, 2012, 2013, 2014, ici en 2018 et encore aujourd'hui, ils prévoyaient une diminution de la taille du bilan. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, ils n'y arrivent pas et le bilan continue à augmenter, notamment pendant les périodes où il y a des programmes d'assouplissement quantitatif, ici et aussi dernièrement depuis le Covid. Donc on a vraiment le sentiment que eh bien, les marchés sont devenus accros à ces programmes d'assouplissement quantitatif. Et on pense effectivement que si jamais la Fed arrête ces programmes, eh bien quelque chose va craquer et on va avoir des grosses tensions dans le système financier. C'est pour ça que ici on voit encore aujourd'hui qu'il y a une prévision
de la Fed qui dit elle devrait arriver à baisser la taille de son bilan. Euh, on- Moi, personnellement, je pense que la probabilité que ça arrive est quand même extrêmement faible. On est ici sur le site de la Banque des règlements internationaux, qu'on appelle aussi la Banque centrale des banques centrales. Et ce qui est intéressant, c'est que cette institution nous propose un indice qui va nous permettre d'évaluer si une monnaie est sur ou sous-évaluée. Donc cet indice s'appelle l'Effective Exchange Rate Indices, qu'on peut télécharger ici. Donc globalement, ça correspond à une mesure qui est basée sur les échanges commerciaux, donc les importations et les exportations. Et globalement, si l'indice augmente, ça veut dire que le pays en question, eh bien, perd peu à peu de sa compétitivité par rapport à ses partenaires commerciaux. Ça veut aussi dire que quand il commence à être très nettement supérieur à 100, qui est la valeur de base, eh bien, ça veut dire que cette monnaie est, sur la base de ces critères, surévaluée par rapport aux autres monnaies. Donc, on va regarder les résultats qu'on obtient sur cet indice. Donc là, on est dans la colonne États-Unis, ici. Donc, ce qu'on voit, c'est que au cours des 18 derniers mois, à peu près, on a eu une hausse continue hein, de cet indice assez forte pour arriver à 132. Donc, la valeur de base est à 100. On est 32% au-dessus de la valeur de base. Et ce qu'on peut noter, c'est que, eh bien, sur tout l'historique hein, qu'on a de l'indice, qui a commencé en 94, eh bien, on n'a jamais été à des niveaux aussi hauts. Donc là, c'est vraiment le maximum pour la valeur de cet indice. Si ensuite on regarde les autres pays, on se rend compte que vraiment les États-Unis sont supérieurs ou très nettement supérieurs à la valeur de tous les autres pays. On a simplement l'Islande qui est à 133, à peu près au même niveau que les États-Unis. Par exemple, pour la zone euro, on est à 91. Voilà. Donc, on est vraiment sur un dollar américain qui a des niveaux de valorisation qui peuvent laisser dire qu'il est surévalué aujourd'hui. Cet indice est un indice qui oscille hein, toujours. Parfois, eh bien, il est en dessous de 100, parfois il est au-dessus. Voilà, il y a toujours une oscillation autour de la moyenne qui est à 100. Et donc c'est pour ça qu'on peut se dire, en analysant cet indice, qu'on pourrait avoir, on ne sait pas quand, mais effectivement, dans les mois ou les années à venir, un retour à des niveaux nettement inférieurs. Il y a, à mon avis, un problème plus profond qui est sous-estimé, qui est la défiance d'une partie du monde vis-à-vis de l'utilisation du dollar américain. Donc c'est une défiance qui se développe, notamment en Asie. Alors pourquoi? Je vais vous donner deux exemples. D'abord, on a l'extraterritorialité du droit américain. Donc ça, c'est une tendance qui a commencé il y a 10-20 ans à peu près, et qui fait que les États-Unis essaient de faire appliquer leurs droits donc internes à l'extérieur des États-Unis, même quand ça concerne une transaction qui n'a absolument rien à voir avec les États-Unis, mais c'est simplement une transaction qui a été faite en utilisant le dollar américain. Donc, par exemple, c'est le cas pour BNP Paribas. Il y a eu une procédure judiciaire très importante et qui s'est soldée par une amende que BNP Paribas a dû payer de 10 milliards d'euros, donc c'est des amendes gigantesques, simplement parce qu'ils avaient utilisé le dollar américain dans une transaction avec un pays qui était sous sanction américaine. Donc ça, c'est une vraie évolution et ça crée des risques en fait très importants pour des entités qui sont situées à l'extérieur des États-Unis et qui simplement utilisent le dollar américain dans des transactions. Le deuxième exemple, c'est les sanctions qui ont été prises à l'égard de la Banque centrale russe et également des citoyens russes suite à l'invasion de l'Ukraine. Donc d'abord pour ce qui est de la Banque centrale russe, ce qui s'est passé, c'est que juste après l'invasion, il y a eu un blocage des avoirs détenus par la Banque centrale russe en dehors de la Russie. Donc ça correspond à des montants quand même de 640 milliards de dollars. Il y a différents types d'actifs, notamment des devises, des dollars, des euros, également des réserves d'or qui sont stockées en dehors de la Russie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui a été faite, c'est qu'il y a eu des saisies de biens qui appartiennent à des Russes
qui n'ont pas forcément de lien direct avec la guerre, hein. Ils sont peut-être amis du président russe, mais n'ont pas de lien direct avec la guerre. Et on a eu des biens qui ont été saisis. Là, vous avez un exemple d'une personne, d'un oligarque russe qui a, par exemple, vu son yacht d'une valeur de 76 millions d'euros, eh bien saisi et qui est vendu actuellement aux enchères. Visiblement, le solde va bénéficier à une banque américaine dans ce cas-là. Ce qu'il faut noter, c'est que ces sanctions ont été décidées vraiment du jour au lendemain par des dirigeants politiques sans passer par un tribunal. Donc on peut être d'accord ou pas d'accord avec ces sanctions. En revanche, il paraît quand même assez surprenant de décider ces sanctions sans passer par un processus juridique normal. À mon avis, ces sanctions vont avoir comme conséquence de faire augmenter la défiance des investisseurs extérieurs à l'Occident, notamment des investisseurs asiatiques, vis-à-vis justement de l'Occident et des monnaies occidentales. Ces investisseurs avaient pris l'habitude eh bien, de venir investir une partie importante de leur patrimoine en Europe et aux États-Unis pour une raison principalement, c'est qu'ils considéraient que l'Occident avait comme avantage principal son état de droit et le respect du droit de propriété. Et c'est vrai que les derniers événements montrent que peut-être ce n'est plus vraiment un avantage et ils peuvent très bien en tirer la conséquence que ils ont intérêt à laisser leur patrimoine en Asie parce que peut-être il sera plus en sécurité là-bas. Et donc sur le long terme, ça à mon avis, c'est un processus eh bien, qui peut tendre à faire baisser la valeur des monnaies occidentales, notamment le dollar américain, vis-à-vis des devises asiatiques. En dehors des États-Unis, que font les autres pays pour défendre la valeur de leur monnaie? On a vu que la plupart des monnaies en dehors des États-Unis ont une valeur qui diminue par rapport au dollar américain. Donc là, ce qu'on voit, c'est que depuis quelques mois, effectivement, il y a un certain nombre de banques centrales en dehors des États-Unis qui commencent à utiliser leurs réserves de change eh bien, pour soutenir leur monnaie. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, eh bien, vendre du dollar américain et acheter leur propre monnaie pour soutenir la valeur de cette monnaie. Donc on voit par exemple ici l'évolution des réserves de change donc qui ont atteint un pic fin 2021 ici et qui effectivement ont baissé de manière significative sur le premier semestre 2022. Donc à peu près on a perdu 7%. Et donc, eh bien, une partie de cette diminution de réserve a été utilisée pour eh bien, soutenir les devises par rapport au dollar américain. Donc là, ce que nous dit cet article, c'est que ça commence effectivement, notamment dans les banques centrales asiatiques. On nous parle de l'Inde, de l'Indonésie, de la Corée du Sud, de Taïwan, qui effectivement ont commencé à intervenir sur le marché des changes. C'est pas historiquement des interventions qui sont toujours très efficaces hein, par les banques centrales, hein. Mais en tout cas, ils ont commencé quand même à le faire. Et par ailleurs, on a eu alors quelque chose qui inquiète un petit peu plus les marchés, la Banque centrale du Japon, qui a commencé également à intervenir. Donc eux n'étaient pas intervenus depuis très longtemps. Ils ont commencé donc à dépenser donc 20 milliards de dollars en septembre dernier pour justement ralentir la baisse du yen par rapport au dollar américain. Donc vous voyez ici hein, la baisse du yen. Le yen a perdu à peu près 23% par rapport au dollar américain depuis un an. Voilà, donc c'est vraiment une très très grosse baisse, hein. Donc le problème, c'est que le Japon détient énormément d'obligations du gouvernement américain. Donc ils ont vraiment un très très gros stock. Pour l'instant, ils n'ont pas pioché encore dans ce stock, mais s'ils commencent à le faire, eh bien, ça pourrait avoir des impacts assez importants. Ça pourrait faire baisser donc le prix de ces obligations et donc augmenter le rendement, donc les taux sur les obligations souveraines américaines, alors que c'est justement cela qui eh bien, favorise et renforce le dollar aujourd'hui. Donc on aurait eh bien, une action en réalité qui au final
aurait peut-être tendance à renforcer encore plus le dollar. Suite à cette diminution des réserves de change, notamment dans les pays en voie de développement, eh bien, le Fonds monétaire international a montré quelques signes d'inquiétude. Donc, ils ont publié un article ici hein, où ils expliquent, notamment aux pays en voie de développement, qu'ils doivent faire très attention, qu'ils doivent préserver leurs réserves de change pour justement pouvoir les utiliser uniquement dans des périodes où il y aura vraiment des tensions très forte sur les marchés et donc ils expliquent que la simple baisse de leur devise par rapport au dollar n'est à leur avis pas suffisante pour justifier ce type d'intervention sur les marchés. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, on a un dollar très fort aujourd'hui, mais on a en face de ça énormément de faiblesses qui, pour l'instant, n'ont pas d'impact sur la valeur du dollar. Et à mon avis, la raison, il y en a principalement une, c'est que il n'y a tout simplement pas d'alternative aujourd'hui à cette monnaie en tant que réserve mondiale. Donc, c'est ce qui est expliqué hein, dans cet article de la Réserve fédérale de New York. Ils expliquent qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'alternative au dollar américain. C'est le seul eh bien, qui peut être utilisé dans le monde entier très facilement, avec une très grande liquidité, qui remplit bien ses rôles de réserve de valeur, unité de compte et moyen d'échange. C'est ce qu'on demande à une monnaie. Par ailleurs, on n'en a pas parlé, mais en dehors des États-Unis, il y a un système qui est très important et qui existe uniquement pour le dollar américain, qui s'appelle l'euro-dollar. Donc ça n'a rien à voir avec la monnaie unique européenne. C'est simplement un système qui permet à des institutions financières à l'extérieur des États-Unis de stocker et d'utiliser, d'échanger entre elles des dollars américains. Et donc c'est vraiment un système qu'on ne connaît pas très bien, mais qui vraiment permet de faire des échanges pour des volumes excessivement importants. Donc là, vous avez un chiffre de 2016 qui estime que la taille du marché est de 13 800 trillions de dollars. Donc c'est vraiment un marché gigantesque et qui permet donc à des institutions financières dans le monde entier eh bien d'utiliser le dollar américain. Donc personnellement, moi, je ne pense pas effectivement que à court ou moyen terme, il y ait vraiment des facteurs qui puissent faire baisser le dollar. En revanche, je pense structurellement que les fondamentaux de cette monnaie ne sont pas bons et que donc sur le long terme, elle devrait perdre de la valeur, notamment vis-à-vis des monnaies asiatiques. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant d'un risque que je viens d'identifier et qui est lié à la difficulté d'accès au dollar américain en dehors des États-Unis. On est aujourd'hui dans une phase où on a une sorte d'assèchement du marché en dollars. Donc c'est lié notamment à la politique de la Banque centrale américaine et donc il est de plus en plus difficile pour les acteurs qui sont situés en dehors des États-Unis d'accéder au dollar. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un problème, un risque qui a été identifié à la fois dans cet article de la Banque centrale de New York, où il parle donc justement de la nécessité de mettre en place de ce qu'on appelle des Dollar Liquidity Swap Lines. Donc ce sont des accords qui sont faits entre des banques centrales américaines et des banques centrales situées en dehors des États-Unis pour arriver à apporter des dollars à ces entités qui sont en dehors des États-Unis. Il y a la même remarque ici dans cet article récent du Fonds monétaire international, où effectivement, ils expliquent que les États-Unis ont intérêt à activer des swap lines, justement pour permettre aux pays en dehors des États-Unis, dans des conditions de tension forte sur les marchés, comme ce qu'on pourrait avoir dans les mois qui viennent, et bien de leur permettre d'accéder au dollar américain. Il y a suffisamment de liquidités. Et donc, je vais vous donner un exemple très récent lié à ce problème d'accès au dollar américain. Donc, là, on va se tourner du côté de la Suisse. On est ici sur un document qui a été émis par la Banque centrale suisse. Ça correspond donc à l'exécution des swap lines
entre la Banque centrale suisse et la Federal Reserve de New York. Donc globalement, c'est un accord qui permet, lorsque cela est nécessaire, de permettre à des institutions qui sont basées en Suisse, des institutions financières, d'obtenir des dollars américains auprès de la Banque centrale suisse. Donc la Banque centrale suisse obtient des dollars de la Fed de New York et elle donne en contrepartie eh bien, des francs suisses à la Fed de New York pour arriver à financer les entités qui le demandent. Et donc ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques semaines, donc il y a une ligne par semaine ici dans ce fichier, eh bien on voit que on a beaucoup d'institutions, donc 17 cette semaine, des institutions financières, des banques vraisemblablement, qui ont besoin de dollars, qui n'arrivent pas à en obtenir suffisamment par ailleurs. Et donc là, le montant qui, au total de l'appel pour cette semaine s'est élevé à 11 milliards de dollars. Donc ça commence à être des montants vraiment significatifs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose de normal. C'est-à-dire que quand le marché fonctionne correctement, eh bien ces institutions arrivent entre elles à se prêter de l'argent, notamment en dollars, lorsqu'il n'y a pas de problème de confiance entre ces différentes contreparties. Mais là, depuis quelques semaines, eh bien, on a une augmentation significative. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde dans le passé, on se rend compte que, en fait, c'est à chaque fois qu'on a des crises, eh bien, que ces montants commencent à augmenter significativement. Donc la dernière fois, c'était au début de la pandémie en 2020. Donc vous voyez qu'on avait des chiffres là qui commençaient à augmenter significativement. C'était, les chiffres aujourd'hui sont encore supérieurs à ceux de 2020. Et ensuite, on peut remonter plus en arrière et aller jusqu'en 2000, donc 2007-2008, au moment de la grande crise financière. Et là, on retrouve des chiffres en fait, qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on a eu cette semaine. Là, au maximum, pendant la crise financière, on avait 22 institutions qui avaient demandé 23 milliards de dollars pendant une semaine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est revenu eh bien, à ces mêmes niveaux. On a, disons, beaucoup d'entités qui ont, en dehors des États-Unis, du mal à obtenir des dollars américains, vraisemblablement, ceci étant lié à un manque de confiance des banques entre elles. On ne sait pas exactement quelles sont les 17 institutions ici qui ont participé et qui ont eu besoin de dollars américains cette semaine. Ça peut être des institutions suisses, mais ça peut être aussi des banques qui viennent d'autres pays, qui ont simplement une succursale en Suisse. Donc ça fait quand même écho hein, à la vidéo que je faisais la semaine dernière au sujet des banques européennes et des risques de faillite sur ces établissements. Voilà, donc je vous conseille de surveiller cet indicateur pour voir s'il se dégrade dans les semaines à venir. Et de façon générale, je pense que quand même en ce moment, vous le voyez bien, il y a des niveaux de risque sur les marchés qui sont très élevés. Donc on a encore eh bien, des risques de baisse très importantes sur les marchés actions. Voilà, donc gardez du cash et faites vos analyses pour décider quelle est la bonne monnaie pour vous que vous devez stocker. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez en savoir plus, notamment sur la gestion d'un patrimoine en action, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter gratuite. Je vais mettre le lien en description juste en dessous de la vidéo. Et par ailleurs, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à faire des commentaires. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. À très bientôt. Ciao.